cette première explication de texte, nous avons affaire à l'entrée en scène de Sido, qui est la grande histoire de Colette, ce lien très puissant qu'il unit à sa mère et qui fait l'objet en particulier de ce texte de 1930, alors que Colette est déjà une écrivaine confirmée, mais la maternité, la famille étaient déjà quand même l'éducation, l'enfance, des thèmes qu'on trouvait dans le texte, la série des Claudines qu'elle avait écrite, que Colette avait écrite pour son mari, et ça reviendra de toute façon dans Le blé en herbe, la vagabonde. Il y a d'autres récits qui vont à nouveau travailler ce lien très, très puissant à la famille. Donc le texte que nous avons, alors on va partir du principe qu'il a été lu, que les 2 minutes de lecture ont été déjà exploitées, et ce qu'il nous reste à faire, c'est évidemment le découpage par mouvement, justifier les mouvements et trouver quelques éléments d'analyse pour chacun des mouvements, pour en justifier évidemment la délimitation, la pertinence. Le texte que nous avons se présente en vérité en 3 mouvements. Nous avons d'abord cette fixation dans l'imaginaire du lecteur de ce temps idéal et autant indéfini qu'idéal. Il faut rendre d'ailleurs ce temps indéfini pour favoriser l'inscription de tous les lecteurs, quels qu'ils soient, dans ce temps exceptionnel. Donc pour fixer cette singularité, ce caractère exceptionnel, il ne faut évidemment surtout pas que le début du texte soit réaliste. Ça, c'est le premier enjeu, et ça va de « il y avait », d'ailleurs c'est la tournure typique des contes, de ce temps parfaitement merveilleux, jusqu'à « neige volante », point de suspension. Voilà, ce cadre, cet espace-temps doit être d'une certaine façon virtuel et idéalisé. Deuxième mouvement, qui est d'autant mieux préparé par le premier avançant très silencieusement, le deuxième n'ayant plus qu'à marquer un coup de théâtre, c'est l'arrivée de Sido, qui est très mise en valeur dans le récit, puisque rien dans la mise en place idyllique et merveilleuse ne préparait à cette entrée fracassante, et je dis fracassante parce que le terme de fracas, évidemment, va arriver. De manière concomitante, d'ailleurs, avec l'orage, on voit bien toute la mise en scène qu'il y a pour faire arriver Sido de la façon la plus marquante possible. Sido était déjà arrivé dans le texte, mais là, véritablement, c'est le premier moment où Sido se trouve quasiment doté d'une fonction, oui, on va pas dire de Deus machina, mais en tous les cas, elle est l'empêcheuse de rêver ou de se rappeler en rond. Tout est fait pour que son entrée soit évidemment inoubliable. Cela va de averti par ses antennes jusqu'à notre jardin, point de suspension. Et le 3e mouvement est consacré au retour de la contemplation et de la rêverie, non sans ironie par moment. Il s'agit cette fois de créer un tableau, de créer une image picturale de ce jardin d'Éden, qui est le jardin familial en fait dans la maison. Donc d'abord un espace-temps, j'allais dire inénarrable, en tous les cas, surtout pas réaliste, quasiment merveilleux, puis l'entrée tonitruante, théâtralisée, et la mise en scène de cette mère inévitable, incontournable, inégalable, et 3e moment du texte, la suspension dans ce moment de rêverie, ce moment de fantasme, ce moment onirique du texte. Successivement, on pourrait dire qu'on a le moment du merveilleux, puis le moment du théâtral, puis le moment de l'onirique, par exemple. Premier mouvement, je me fixe sur le premier, comment rendre ce temps exceptionnel. Bon, on a les tournures typiques du conte, il y avait l'installation dans l'imparfait itératif, par exemple, ce ciel pesait, la chute de neige devenait oblique. Voilà, on a des tournures très radicales avec une façon de parler, une formulation très sentencieuse, ce qu'on trouve dans les parallélismes de grands hivers, de brûlants étés. Un rythme binaire très simple, mais qui a une forme de gravité, qui donne de l'importance évidemment à cette mise en place. Et on remarque que ces périodes d'année, qui sont assez évidentes, ne veulent pas être précises. Il faut surtout pas l'être précis. Donc hiver, bon, on sait pas très bien quels mois sont concernés. Été, mais lesquels, quelle année, bon, peu importe, ça se répète. Le mot été est repris. On donne des évidences, comme par exemple le fait que oui, qu'il y ait le blé, hein, évidemment, qui fleurisse l'été, bon, très bien. Tout est fait pour, encore une fois, la reprise de été, quasiment, hein, sous forme lancinante, les brûlants étés,
mais aucun été, un peu plus loin, des étés dans la couleur. On a 3 fois l'été qui vient intensifier évidemment le pic de l'année, le pic de chaleur de l'année. On a la radicalité des tournures hyperboliques, mais aucun été, bien sûr. Un peu plus loin, nous aurons de la même manière aucun hiver. Donc on a comme ça des reprises finalement saisonnières qui viennent rythmer le début du texte sans pour autant apporter de véritables ancrages spatio-temporels. Les adjectifs aussi, bien sûr, permettent de décupler un peu l'imaginaire, puisqu'on passe de grand à géant, euh, le but étant de démultiplier, d'agrandir, de donner plus d'ampleur à ce début de texte qui quasiment commence comme un récit mythologique. On a toute une palette de couleurs qui se dessine en partant du jaune avec les blés aux creuses pour aller jusqu'au blanc, mais en passant quand même par le géranium écarlate, mais aussi la mer grise ou bleue, les digitales qui renvoient évidemment au vert végétal. On a quand même toute une palette de couleurs, presque l'arc-en-ciel qui se dessine sous nos yeux. C'est dire comme le paysage se métamorphose et se change en quelque chose de très visuel, de très marquant. De champ lexical de la lumière, bien entendu, évocation aussi propre à favoriser l'imaginaire, par exemple par l'adjectif peu usité, hein, lancéolé, qui renvoie à la forme des lances, c'est-à-dire que même les bourgeons, même le végétal se met à nous renvoyer aux temps médiévaux, ce qu'on trouvera en fin de texte également. Bon, tout est fait encore une fois pour évidemment jusqu'à la neige, en passant par le déjà illuminé, pour poser comme ça les prémices d'un tableau transfiguré et fascinant. Coup de théâtre, d'autant mieux préparé qu'il y avait des longues pauses, hein, après lancéolé, après chatte, après neige volante, 3 séries d'aposiopèses, comme pour ralentir le rythme avant de mieux le relancer. Et c'est comme ça qu'arrive évidemment la mer, qui ressemble à un animal avec ses antennes, et qui se définit par le corps. Corps animal, corps mouvant, avec le verbe de mouvement s'avancer, corps évidemment très, très sonore, avec le cri, mais aussi, là encore sensoriel, mais cette fois avec le goût, hein, goûter le temps. On voit qu'il y a une démultiplication des sens chez la mère. Le tempérament de la mère, volontiers théâtrale, se lit et dans les impératifs, court, ferme, et dans les gradations, évidemment, des tournures impératives de plus en plus longues, court, monosyllabique, ferme les lucarnes du grenier. Là, on a évidemment toute une proposition, suivie de plusieurs compléments, hein, la porte, la remise et la fenêtre. Voilà. On a aussi des tournures parfois qui sont même nominales, puisque le verbe est en ellipse. La bourrasque d'ouest, on comprend qu'il y a une bourrasque d'ouest, ou la bourrasque d'ouest va frapper. On comprend très bien que le vent arrive, mais le verbe n'est pas dit, comme ça permet bien sûr de gagner en vitesse, en fulgurance dans le récit, d'autant plus fulgurant qu'il y a cette accumulation de 5 exclamatives. Bon. Comme se mettant au diapason de la mère, la fille elle-même se voit comme un personnage et donc elle aussi change d'identité et devient un mousse exalté du navire natal. On remarque l'allitération bien sûr en N, avec d'ailleurs une jolie association entre ce qui pourrait faire référence au père, capitaine, navire, mousse, et un glissement vers la mer avec natal. Il y a un groupe nominal, un navire natal, qui permet d'allier au fond la mère et le père. Bon, cette ironie sur soi-même, où Colette se voit comme un personnage finalement digne des meilleurs, j'ose pas dire péplum, mais des meilleurs films à catastrophe, comme s'il y avait un risque de noyade en haute mer. Ça ne manque pas d'humour, évidemment. Elle-même se voit comme un animal, hein, claquant des sabots, c'est assez drôle. Bien sûr, sur les sabots pour marcher, les sabots rustiques, mais il y a quand même une petite, sans doute, une petite, là aussi, marque d'ironie, ou d'auto-ironie. On a tout le paysage qui s'anime et qui devient véritablement une scène pas seulement visuelle, mais aussi sonore, et où tous les éléments se mêlent, par exemple l'eau du mousse et du navire, mais aussi évidemment l'air avec le ciel, mais aussi le feu avec le vif éclair juste auparavant. On a aussi bien le visuel que le tactile, que
l'auditif, avec sifflant. Bon, on a vraiment tous les sens, toutes les couleurs, la terre, le ciel, le feu. On a aussi la sifflante, hein, puisqu'on a la bourrasque d'ouest qui fait siffler, taper les portes. Donc on a le terme sifflant qui arrive, bien sûr, mais aussi la foudre, mais aussi février, mais aussi la fin du monde. Bon, on a vraiment presque, je ne peux pas dire de l'héroïque comique, mais en tout cas une surintensification des indices sensoriels en tout genre, pour donner à la scène tout son emballement évidemment épique. D'autant plus que les forces cosmiques et divines, on pense à la foudre, sont convoquées, ou l'éclair, on voit quasiment Zeus et Neptune traverser l'environnement. Bon. Après le ciel, évidemment, suspension, puisqu'il faut pouvoir laisser le lecteur le temps de rêver. Et puis, cette chute du paragraphe avec la fin du monde qui est terrible, apocalyptique, on est passé finalement d'une simple intempérie à véritablement une guerre navale et à l'apocalypse. La mer revient, toujours aussi théâtrale, dans ce moment particulièrement vif du texte, et elle entraîne avec elle une sorte de mise en adéquation du son à ce dont il est question, c'est-à-dire de la forme au fond. Puisqu'il est question d'un fracas, le terme est prononcé, eh bien on a une allitération F naturellement, mais on a surtout une allitération R à ce moment-là, avec le roulis de l'orage, par exemple des R liminaires comme ramifiés, comme rués, mais aussi des R contenus dans les termes, par exemple grosse, cerclée, cuivre, s'émerveiller, cristaux, cueillir, hein, le R final cette fois, jardin, le R central. Là, on a vraiment mimé à l'oreille tout le son, tout le roulis de l'orage. Le troisième mouvement, lui, est un mouvement beaucoup plus suspensif, un mouvement qui revient à la possibilité de rêver, de contempler. C'est le moment de contemplation du jardin. Un jardin riche en couleurs, hein, puisque quand on regarde les fleurs dont il s'agit, d'abord, dans l'absolu, ce sont des fleurs plutôt banales, des fleurs plutôt des champs. Ce ne sont pas des fleurs nobles. Le géranium, l'hortensia, peut-être le rosier, à part la reine des fleurs, le reste est quand même relativement banal. Et bien, de ces fleurs banales, on fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de divin quasiment, au géranium, au digital. On fait aussi quelque chose d'ambigu, de complexe, vermeil qui renvoie aussi bien à ce qui est allumé ou reflété, c'est-à-dire au champ lexical de la vue et de l'éclat juste au-dessus, juste avant, mais qui fait aussi le point de bascule avec ce qui suit, puisque vermeil veut dire aussi vermillon rouge, donc le rouge, le rose, les sanguides. Donc on a une sorte de point de bascule dans le don vermeil. C'est comme si finalement l'enfance donnait à Colette l'occasion de démultiplier les signifiés possibles d'un mot. Les mots deviennent plus riches. L'enfance vue par Colette, remémorée par Colette, devient 2 fois plus riche. Et pour le même adjectif, vermeil, on a 2 tendances finalement sémantiques. Aussi bien la lumière que ce qui est rouge. Énumération, emballement, mise en valeur de Sido qui est portée au nu et traitée comme un personnage, entre guillemets. Elle n'est pas Sido en tant que personne agissante, elle est Sido pensée, représentée. Elle est le concept, l'idée de Sido. Énumération, et on remarque dans ces végétaux plutôt les termes vernaculaires, c'est-à-dire digital, bâton de Saint-Jacques, coquerelle, quécanche, n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des termes qui suscitent l'imaginaire. Par exemple, les bâtons de Saint-Jacques renvoient à la souffrance et au mérite des pèlerins qui vont jusqu'à Compostelle. Le coquerelle, quécanche renvoie à la collerette de la fleur très visuelle, comme les digitales évidemment, qui font penser à des mains, à des doigts, comme si le paysage s'animait et s'humanisait. Également, les croix de Malte, qui rappellent aussi, toujours le nom populaire, qui rappellent finalement les tiges, les bourgeons lancéolés qu'on avait juste en haut. C'est-à-dire, on est aussi dans le temps des chevaliers, des croisades, on est aussi avec les Templiers, quelque part en croisade à Jérusalem. Voilà aussi ce que la convocation de noms, au fond, décrire le jardin, ça donne l'occasion, non pas de le décrire tel quel avec des mots scientifiques, mais de convoquer des images, de susciter l'imaginaire. Et pour cela, bien sûr, on prend des termes qui sont soigneusement choisis. Énumération, emballement, c'est-à-dire qu'on a le rouge, le rose, les sanguines. On a toute une énumération évidemment de substantifs ou de groupes nominaux.
pour montrer tout le plaisir qu'il y a à raconter son enfance, à croire que la raconter c'est plus intéressant que la vivre. Non sans humour, avec la redescente, tout ça pour faire redescendre la phrase avec le mou de veau frais. On est presque évidemment dans la trivialité et la quotidienneté, enfin la banalité finalement d'un morceau de viande, après avoir eu une si belle énumération végétale, lyrique au possible, débuter sur un double haut d'invocation à la puissance quasi mystique et religieuse. Bon, c'est vraiment les montagnes russes, hein, ce paragraphe, puisque on fixe très haut l'imaginaire et la croyance dans les mots, on fait sonner les mots. On va même d'ailleurs à nouveau jouer sur les allitérations, cette fois en C, toujours dans le fracas de Sido, comme si il y avait des échos, il y avait des réverbérations sonores, puisqu'à contre-cœur, pactes collatéraux, cardinaux, crocus, crépuscule, on a une vraie allitération en C qui s'installe jusqu'à la fin du texte. Finalement, même quand Sido n'est pas là, elle revient, et même quand elle revient, elle n'a rien perdu de sa superbe. Et de nouveau, le fracas débute dans les mots et les sonorités des mots. Pour conclure sur ce texte, on l'a donc en 3 temps. D'abord, une amorce volontiers merveilleuse au sens littéraire du terme. On perd un peu la notion de l'espace et du temps. On a même l'évocation des chevaliers, des templiers, un temps immémorial, hein, si on se souvient, un temps légendaire. Au fond, il faut montrer que Sido relève de l'exception, de la légende, c'est un vrai personnage. Puis on a l'arrivée théâtrale de Sido qui vient tout casser évidemment au sens métaphorique et qui vient avec l'orage, hein, connivence avec les éléments. Personnage mythologique, personnage animal, personnage protéiforme, personnage exceptionnel à plus d'un titre, personnage très sensoriel, très physique, très finalement très qui s'impose quoi, très charismatique dans le récit. Très insaisissable aussi, en tout cas incomparable, puisqu'elle est tout à la fois, elle est à la fois avec les éléments, la terre, le ciel, les éclairs, donc force cosmique, mais elle est aussi une Sido animale, mais elle est aussi une Sido pleine d'humour, capable d'ironie ou de jouer avec le burlesque, entre le burlesque et l'héroïque comique. Voilà, c'est tout cela finalement qui est Sido. Et troisième temps, ce moment où on essaie de créer une palette de peintre avec des couleurs, avec des lumières, avec aussi des mots qui forment l'esprit et l'imaginaire. C'est-à-dire que la reconstruction du passé, c'est à la fois un travail de peintre, à la fois un travail musical, et aussi bien sûr un choix des termes, un travail lexical et littéraire. C'est-à-dire que dire le passé, se le remémorer est plus intéressant que le vivre probablement pour Colette. Il y a un goût de la contemplation, description, narration, remémoration, comme étant l'occasion finalement de tout donner, de tout mettre. On parle de tous les éléments à la fois, de toutes les natures humaines, végétales, animales, cosmiques, animales, voilà, mythologiques à la fois. Peut-être que c'est ça aussi ce texte, tout contenir en un seul texte. Toutes les dimensions, toutes les tendances, tous les éléments, tous les sens, toutes les visions. Peut-être ce texte est à la fois le programme de ce qui va suivre, la valorisation de Sido, mais aussi une tentative de tout mettre, tout dire. Ce que dira Colette un peu plus loin, si on se souvient, à la fin d'ailleurs de Sido, il y a ce moment où elle expose son projet impossible. Tout dire, tout raconter, tout comprendre, tout annoter. Projet total, projet totalisant. L'extrait ici peut-être crée cette multidimension, ce texte à 360 degrés. On est sur Terre, on est au ciel, animal, végétal, humain. Bon, il y a vraiment tout à la fois. Mère d'ailleurs elle-même très complexe, à la fois très autoritaire, comme on le voit dans le texte, avec les impératifs, mais aussi finalement capable de susciter la créativité, capable de faire de nous un peintre lorsqu'il raconte son enfance, mais aussi un musicien, mais aussi un écrivain. Donc une vraie muse finalement, qui suscite la création XXL à tous les niveaux. Est-ce que d'autres récits de littérature à ce point ont valorisé une mère si propice à tout finalement, si catalyseur de tout,
muse si parfaite, d'une certaine façon, capable de tout insuffler à la fois. La mère d'Albert Cohen, oui, peut-être, dans l'invocation. On s'adresse à elle, mais est-ce qu'on la célèbre? La mère d'Albert Camus, il en est beaucoup question, mais jamais magnifiée à ce point. Elle est évoquée, elle est mentionnée, mais elle n'est pas l'objet même du récit. Elle n'est pas à ce point théâtralisée dans le récit. Je pense au premier homme de Camus. Après, on a des mères terribles, démoniaques, malfaisantes. Je pense évidemment à Hervé Bazin ou Mauriac, quand il parle de sa génitrix. Mais on a des mères qui disparaissent presque dans le récit. Je pense à la mère d'Annie Ernaux dans Une femme, mais à ce point magnifiée, à ce point créatrice finalement indirecte de l'œuvre, capable de susciter une écriture débordante et totalisante, je pense non qu'il n'y a que Colette quand même, effectivement. Je réfléchis. Alors on a le père de Chateaubriand qui est aussi obsédant, mais pas du tout comme ça, hein. Pas de manière exaltante, exaltée, emballée. Non, la célébration du monde, c'est la célébration de Colette en fait. Ou plutôt la célébration de Colette, là c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est célébrer la mer qui permet aussi de célébrer le monde entier, ou est-ce que célébrer le monde qui permet aussi en vérité de célébrer surtout la mère de Colette? Bon là, je ne sais pas, de la poule ou de l'œuf qui est premier. Voilà pour notre explication de texte.